À Washington, la capitale des États-Unis, le crime est devenu une véritable épidémie. Des gangs s'arrachent le contrôle de la drogue et laissent des cadavres sur leur passage. Le service de police métropolitain est surchargé lorsque le nombre d'homicides dépasse les 400 en une année. Avant que les policiers ne puissent endiguer cette vague de violence, ils deviendront à leur tour la cible des meurtriers. Un tueur de flics est à l'œuvre et la police devra faire appel au FBI pour tenter de l'arrêter. Le 10 janvier 1995, dans un restaurant du nord-ouest de Washington, le policier Vance Warren, qui était aussi gardien de sécurité à temps partiel, prit sa pause repas. C'était alors devenu une pratique courante pour les entreprises d'embaucher des policiers comme gardes de sécurité quand ils n'étaient pas de service. Les clients et les employés ne se sentaient que plus en sécurité. Personne dans le restaurant ne vit la silhouette dissimulée dans l'ombre. 2 balles effleurèrent la nuque du policier. Ce dernier chercha le tireur dans l'obscurité, puis il appela pour qu'on lui envoie des renforts. Il ignorait d'où les coups provenaient et si le tireur était encore là, prêt à faire feu de nouveau. Des policiers furent dépêchés d'urgence sur les lieux. En arrivant, ils ne trouvèrent aucune trace du tireur. Il ne semblait pas y avoir eu tentative de cambriolage. Le tireur n'avait apparemment qu'un seul objectif, tuer le gardien de sécurité. Suite au témoignage des clients, les policiers en déduisirent qu'il était seul. L'équipe d'experts judiciaires recueillit 2 projectiles de calibre 22 à l'intérieur du restaurant, mais aucune douille. L'agent Vance Warren s'en tira avec seulement quelques blessures légères, mais certains de ses collègues n'auraient pas sa chance. Le 17 janvier, l'agent de police Eric Hayes se trouvait à bord d'une voiture de police à quelques pâtés de maison de la Maison Blanche. Un taxi était garé en double file de l'autre côté de la rue. Le policier rédigeait une contravention lorsqu'un homme s'approcha de la voiture. Il fit feu sur l'agent à 4 reprises à bout portant. Malgré des blessures à la poitrine, aux jambes et à l'abdomen, ce dernier parvint à sortir de son véhicule. Le chauffeur du taxi avait assisté à toute la scène. Il appela son répartiteur pour l'en aviser. Le tireur prit la fuite. Pendant ce temps, le chauffeur du taxi fit le tour du pâté de maison. Pendant sa fuite, le tireur retira son masque et sa veste, sans doute pour modifier son apparence. Lorsque le chauffeur du taxi tourna au coin du second pâté de maison, il aperçut le tireur arriver dans sa direction. Il appela son répartiteur pour l'aviser que le tireur venait de le héler. Le meurtrier ignorait que le conducteur du taxi avait été témoin de la fusillade et qu'il l'avait suivi. Il monta à bord de la voiture. Discrètement, le chauffeur éteignit sa radio pendant que le répartiteur appelait la police. Le message d'arrêter le taxi numéro 440 fut relayé à toutes les voitures de patrouille. Le chauffeur tentait de conserver son calme. Il espérait que les policiers repéreraient sa voiture rapidement.
Quelques minutes plus tard, des agents prirent la voiture en filature. Le tireur lui cria une nouvelle adresse et lui intima de poursuivre sa route. Le chauffeur freina alors brusquement. Le meurtrier jeta son arme à feu et prit la fuite. Il sema les policiers à sa poursuite. Ces derniers recueillirent son arme et trouvèrent 6 douilles de projectiles. Des experts furent dépêchés sur les lieux pour prélever les indices dans le secteur. Sur la scène du crime, l'agent Hayes luttait pour sa vie. Les médecins l'opérèrent d'urgence et lui retirèrent 4 projectiles de calibre 32. Un agent de police fit appel à une équipe d'experts pour effectuer la cueillette d'indices. Avant de recueillir quoi que ce soit, ils commencèrent par photographier les lieux. Puis ils ratissèrent la scène. Dans une ruelle, ils trouvèrent les vêtements abandonnés par le meurtrier, notamment un masque de ski noir. Ces effets recelaient peut-être des indices sur l'identité du tireur. Le chef de police craignait une autre attaque. Il ordonna aux policiers d'effectuer toutes les patrouilles accompagnés d'un collègue et demanda l'aide du FBI. L'agent spécial Jay Abbott fut assigné à cette affaire. À partir de ce qui était arrivé, on en était venu à penser qu'un gang de Washington avait décidé de déclarer la guerre à la police et de tuer des agents. C'est en faisant appel à des experts en criminalistique que la police entendait répondre à cette vague meurtrière. On envoya tous les indices recueillis sur les scènes de crime au laboratoire du FBI, l'un des meilleurs au monde. Les vêtements recueillis dans la ruelle furent acheminés au service responsable des fibres et des cheveux. Dans ce service, on travaille sur plus de 2500 cas par année qui proviennent de partout aux États-Unis. On donna la priorité au meurtre du policier de Washington. Après avoir brossé les vêtements au-dessus d'une feuille de papier blanc, on examina attentivement les fibres obtenues. Un technicien trouva un cheveu qui provenait du masque de ski. Dès que la police disposerait d'un suspect, on pourrait comparer ses cheveux à l'échantillon recueilli. Dans l'éventualité où ils seraient identiques, cela donnerait du poids à la poursuite. L'arme à feu, les douilles et les projectiles recueillis furent envoyés au service des armes à feu et de marques d'outils. On devait avant tout déterminer si le revolver de calibre 32 abandonné par l'assaillant avait servi à abattre les agents de police. À l'intérieur du canon d'une arme à feu, on trouve des sillons en spirale uniques. Quand un projectile est tiré, ces sillons y laissent des marques. L'analyse consistait à comparer les sillons sur une balle utilisée lors d'un tir d'essai à ceux des projectiles retrouvés après les crimes. On envoya l'échantillon témoin, de même que les douilles, à un analyste pour qu'il les examine au microscope. Les balles étaient identiques. Par conséquent, le revolver de calibre 32 avait servi lors des 2 récentes fusillades. Les enquêteurs étaient donc à la recherche d'un seul individu. Pour retrouver le suspect, le FBI et le service de police métropolitain firent appel à leur seul témoin, le chauffeur de taxi. On lui demanda de décrire l'assaillant à un dessinateur judiciaire. C'était un homme de race noire, au teint moyen et à la mâchoire carrée. La caractéristique la plus frappante dont le chauffeur se souvenait, c'était qu'il portait un appareil dentaire. Les enquêteurs se mirent en contact avec les dentistes et les orthodontistes de la région
pour vérifier si l'un d'eux pourrait reconnaître le suspect à partir du portrait. On le fit également diffuser à la télévision, dans les journaux, et on l'afficha dans les commerces de la région. Grâce à la récompense offerte, les policiers reçurent bientôt des centaines d'appels. L'agent spécial Jerry Baumel aida la police à remonter ses pistes. À partir des appels téléphoniques et des informations des dentistes et des orthodontistes, nous avons constitué une liste d'environ 100 suspects éventuels pour ces deux fusillades. Au cours des mois suivants, on interrogea les suspects et on les élimina un à un. Mais les agents du FBI et les détectives ne procédèrent à aucune arrestation. Les milliers d'heures de travail investies n'avaient rien donné. Puis, le 26 avril, le policier John Nowabilski de la police de Prince George County au Maryland fut engagé comme gardien de sécurité d'un commerce de vente d'alcool près de Landover, en banlieue de Washington. Un homme masqué s'approcha et fit feu 16 fois sur lui, presque à bout portant. Le policier n'eut aucune chance. Puis le tireur s'empara du revolver de 9 mm de l'agent abattu. Un témoin entendit les coups de feu et appela à l'aide. Mais c'était déjà trop tard. L'agent Nowabilski était mort sur le coup. Les policiers du Maryland érigèrent un périmètre de sécurité autour du secteur et interrogèrent le témoin. Il n'y avait aucun mobile apparent ni avertissement préalable. La victime était un policier. Ce meurtre s'inscrivait dans la même lignée que les deux autres commis plus tôt à Washington. Il y avait de nombreuses ressemblances entre le meurtre du sergent John Nowabilski et la tentative de meurtre de nos deux policiers, ici, à Washington. Dans chacun de ces cas, un individu s'est approché d'un policier en position assise. Sans qu'il y ait eu quelque provocation que ce soit, il a fait feu et il a abattu le policier. 5 mois s'étaient écoulés depuis le premier cas. Les agents n'étaient pas encore parvenus à trouver un suspect. Maintenant, cet individu était recherché pour meurtre. Les policiers de Washington, accompagnés d'agents du FBI, ratissaient les rues à la recherche d'un tireur qui avait blessé 2 de leurs collègues. Alors qu'ils étaient à sa recherche, le service de police du Maryland procéda à une arrestation relativement au meurtre d'un de ses agents. On n'avait pas d'indice permettant de relier entre eux le suspect du Maryland à celui qui avait attaqué 2 policiers de Washington. L'agent spécial Jay Abbott croyait que l'assaillant de Washington était encore en liberté et qu'il pouvait attaquer à tout moment. Nous avions l'intuition que cet individu allait tenter de tuer un autre policier à Washington ou dans les environs. Cela nous inquiétait grandement, d'autant plus qu'aucune piste ne s'offrait à nous. Le 18 mai 1995, pendant que les enquêteurs effectuaient toujours des recherches dans la capitale américaine, une jeune femme du Maryland se présenta à un poste de police de Prince George. Nadine McCray était couverte de contusions. Elle déclara au policier qui la rencontra qu'elle avait été battue par son ami de cœur. Une amie l'accompagnait. Elle raconta en détail l'attaque sournoise de Ralph McLean à son endroit. L'agent Baumel se rappelle combien la plaignante était mal en point suite à cette attaque. McLean a tenté de tuer McCray dans la soirée du 17. C'est la raison pour laquelle elle s'est présentée au poste de police le 18. Il l'avait battue jusqu'à ce qu'il perde connaissance et il l'avait ensuite gavée de drogue. Le policier de Prince George fit émettre un mandat d'arrestation de McLean pour tentative de meurtre. Il recommanda à Nadine de subir un examen médical complet. En se dirigeant vers la sortie, son ami la supplia de dire au policier pourquoi McLean l'avait battue à mort. Nadine était hésitante. Elle craignait d'envenimer encore plus la situation si elle révélait trop d'informations. Elle finit toutefois par dire ce qu'elle savait.
Le soir de la diffusion du portrait robot du suspect, 3 mois plus tôt, elle avait été étonnée de voir McLean arracher l'appareil dentaire qu'il avait en bouche. Elle l'avait questionné, mais McLean lui avait dit de se mêler de ses affaires. Nadine croyait que Ralph McLean n'était pas seulement responsable des fusillades de Washington, mais qu'il était aussi l'individu qui avait tué le policier de Landover. Son compagnon, McLean, lui a dit que la police avait arrêté le mauvais individu pour le meurtre de l'agent Nowabilski à Landover, au Maryland. Nadine McRae venait de donner aux policiers la piste qu'ils espéraient. Maintenant, malgré ses réticences à parler, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Je crois qu'elle a compris à quel point cet individu était dangereux et elle a accepté de collaborer avec nous. De plus, elle était consciente que sa propre vie était en danger maintenant qu'elle nous avait fait ces révélations. Les policiers introduisirent le nom de Ralph McLean dans le NCIC, le système du Centre national d'information criminelle, afin de vérifier si le suspect avait déjà fait l'objet d'accusations par le passé. L'agent Barnwell constata alors que McLean était déjà un habitué du monde du crime. Il avait de nombreux antécédents criminels, ici même à Washington, où il avait été arrêté à plus de 20 reprises. Ces arrestations étaient reliées à des délits mineurs, comme des vols à l'étalage. Mais il y avait aussi l'attaque d'un agent de police et la vente de drogue. Les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition de l'appartement du suspect. Nous étions très tendus quand nous nous sommes rendus chez lui. Nous craignions qu'il ne soit là. Nous étions aussi inquiets parce que nous ne savions pas ce que nous allions trouver chez lui. Heureusement, McLean était absent. Les enquêteurs commencèrent à fouiller l'appartement. Ils y trouvèrent, éparpillés un peu partout, des magazines extrémistes, des manuels d'armes à feu et des guides pour mener des opérations terroristes. Ces documents décrivaient avec force détail comment surveiller quelqu'un, comment se dissimuler et assaillir ses victimes par surprise. Dans le salon, l'équipe d'experts découvrit un masque de ski noir, identique à celui recueilli sur la scène de la seconde fusillade. Ils trouvèrent également des projectiles de 9 mm, soit du même calibre que ceux utilisés pour abattre le policier du Maryland. Dans une armoire se trouvaient d'autres munitions, cette fois de calibre 32. Cette découverte était très importante parce que l'assaillant du sergent Eric Hayes et de l'agent Vance Warren utilisait un revolver de calibre 22. Nous avons également trouvé le manuel d'utilisation d'une arme d'assaut Mach 11, de même que toute une documentation préconisant la haine des policiers. Les experts judiciaires se mirent à la recherche de cheveux pour les comparer à celui trouvé plus tôt. Ils en recueillirent des échantillons dans des brosses à cheveux, des draps, de même que dans le siphon du lavabo de la salle de bain. Si ces cheveux correspondaient à celui recueilli sur la scène du crime, les agents disposeraient enfin d'un élément de preuve contre le fugitif. Ils appelèrent le chauffeur du taxi pour lui montrer des photos parmi lesquelles se trouvait celle du suspect. Ils lui demandèrent d'identifier l'assaillant de l'agent Hayes. Le détective Lauren Lenman du service de police métropolitain de Washington était alors présent. Le chauffeur de taxi nous avait dit à maintes reprises que si on lui montrait une photo du suspect, il le reconnaîtrait sans hésitation. On entend souvent ce genre d'affirmation, mais il l'avait dit avec beaucoup de conviction. Les enquêteurs faisaient défiler une à une les photos devant le témoin. Ils les étudiaient toutes attentivement.
Quand on lui donne à la 4e photographie, le terrifiant épisode qu'il avait vécu refit surface. Il avait sous les yeux le visage de Ralph McLean. Il a commencé à parler à la photo, comme si Ralph McLean était présent. Ce fut la séance d'identification la plus convaincante que j'ai jamais vue. Il est même allé jusqu'à crier. 2 témoins affirmaient maintenant que Ralph McLean était le tueur de flics. La science servirait de 3e témoin. Au laboratoire du FBI, les experts constatèrent que les cheveux recueillis chez McLean correspondaient à celui de la scène de la fusillade de l'agent Ace. C'était l'indice requis pour obtenir le mandat d'arrestation de Ralph McLean. Nous étions alors munis de preuves solides. Son ami était venu faire une déposition. Nous disposions également d'échantillons de ses cheveux. Nous avons préparé une déclaration que nous avons faite signer sous serment par un juge de la Cour supérieure et ainsi obtenu le mandat. Les policiers demandèrent ensuite l'aide de Nadine. Elle était sous surveillance constante de la police depuis que McLean avait tenté de la tuer. Elle parvint à le rejoindre sur son téléphone portable. Il ignorait que des policiers écoutaient la conversation. Grâce à cette écoute, l'agent spécial Jay Abbott et son équipe réussirent à suivre la trace de McLean. À un moment donné, il se trouvait dans le secteur de Fredericksburg, en Virginie, où nous avons été sur le point de l'arrêter. Malheureusement, il nous a échappé. Nadine parla à maintes reprises au suspect pendant les 2 jours qui suivirent, ce qui permit aux autorités d'apprendre que McLean avait pris la direction du sud et qu'il comptait se rendre en Floride. Il ne donna cependant pas de précision à Nadine sur l'endroit où il était. Se doutait-il que son ami coopérait avec la police? Cette dernière apprit aux agents que McLean suivait l'actualité grâce à une télévision portative. Si les policiers comptaient l'arrêter, ils devaient le prendre par surprise et éviter que son nom ne soit mentionné dans les médias. Cela signifiait qu'on ne pouvait pas introduire les données le concernant dans le système informatisé national auquel les journalistes ont accès. Cette décision allait leur coûter cher. Dans l'État de la Caroline, un patrouilleur arrêta McLean pour excès de vitesse. L'agent de police lui demanda son permis de conduire ainsi que le certificat d'immatriculation de la voiture. McLean lui montra son permis et lui dit que les autres pièces se trouvaient dans le coffre arrière. L'agent de patrouille, à qui il ne restait que quelques semaines de travail avant la retraite, le suivit jusqu'à l'arrière du véhicule. McLean fourragea parmi ses effets personnels et en ressortit son certificat d'immatriculation. Le policier lui demanda de retourner s'asseoir dans son véhicule pendant qu'il vérifiait son dossier. Il s'assura notamment que la voiture n'avait pas été volée. Les données qu'il obtint indiquaient que la voiture appartenait bien à Ralph McLean. Il rédigea la contravention, puis lui indiqua comment se rendre au palais de justice de la ville pour la régler. Le policier eut la vie sauve, mais les autorités avaient manqué l'occasion de capturer le meurtrier. À Washington, des détectives cherchaient à attirer dans leur filet le suspect Ralph McLean, soupçonné du meurtre de nombreux policiers. Pour ce faire, ils devraient de nouveau faire appel à Nadine McRae. Ils lui demandèrent de promettre à McLean qu'elle se réconcilierait avec lui s'il revenait.
Il déclara qu'il était intéressé par son offre, mais il n'était pas d'accord sur l'endroit et le moment de la rencontre qu'elle lui suggérait. Les enquêteurs craignaient de perdre l'élément de surprise requis. Nous espérions avoir un certain avantage sur lui, mais ça n'a pas été le cas. Les médias ont eu vent de l'affaire. On a diffusé son nom et sa photo, ce qui nous a réellement dérangés parce que ça modifiait considérablement la situation. Il fallait espérer que McLean n'ait pas vu ce bulletin de nouvelles. Lors du week-end du jour du souvenir, il appela enfin Nadine. Il était prêt à la rencontrer. Comme les agents du FBI le lui avaient indiqué, Nadine suggéra à Ralph qu'ils se rencontrent dans un centre commercial du nord de la Virginie où les agents pourraient les surveiller à loisir sans risquer d'être repérés. Ralph McLean accepta de l'y rencontrer. L'information fut relayée à des agents de Washington. L'agent spécial Al Buckley fut avisé. C'est à lui qu'on avait confié la tâche de procéder à l'arrestation. Il appela l'unité SWAT du FBI qui était sur le pied d'alerte depuis déjà quelques jours. Quand j'ai appris que McLean revenait dans la région de la Virginie et de Washington, j'ai eu l'intuition qu'il rentrait soit pour tuer Nadine, ou alors pour abattre un autre agent de police. Les policiers et les agents de Washington se rendirent au centre commercial de Tyson en Virginie. Leur tâche première était de fermer tout le secteur. Une fois que McLean arriverait, il fallait éviter qu'il ne s'échappe. L'équipe avait plusieurs années d'expérience à son actif. Ce ne devait être qu'une simple opération de routine. J'ai été mêlé à plusieurs arrestations. Nous avons des réunions avant de passer à l'action. En général, lors de ces réunions, nous faisons quelques blagues simplement pour éliminer la tension. Mais je dois dire que lors de cette soirée, la situation était complètement différente. Il n'y avait aucun bruit. C'est sans doute la seule fois au cours de ma carrière dans le FBI que le silence était à couper au couteau. L'équipe mit au point son plan et attendit l'arrivée de McLean. Au poste de police de Prince George, d'où Nadine entrait en contact avec McLean, le répartiteur relayait les informations aux agents en service. L'agent Buckley reçut un appel. McLean avait changé le lieu de rendez-vous. Il désirait maintenant rencontrer Nadine au Maryland, à environ 40 km de l'endroit où l'unité SWAT l'attendait. Ce changement soudain de plan était inquiétant. Cela laissait croire qu'il se doutait peut-être du piège qu'on lui tendait. Nous avons commencé à croire qu'il avait flairé le coup de filet. Cela rendait l'affaire encore plus grave. Nous n'étions même plus sûrs s'il se présenterait au point de rendez-vous. Il avait peut-être compris qu'il y avait un piège. Une fois à proximité de l'endroit, les policiers éteignirent leur gyrophare. Ils écoutaient leur radio en permanence. Un répartiteur de la police relayait au fur et à mesure les nouvelles informations aux agents sur place. Il les mettait au courant des projets de McLean en se basant sur ses conversations avec Nadine. Les policiers étaient à la merci de ses moindres coups de tête. Après avoir changé de point de rendez-vous à quelques reprises, l'équipe apprit que McLean avait décidé de rencontrer Nadine à une station d'essence devant le centre commercial Beltway. Ils firent de leur mieux pour cerner le secteur. Les agents espéraient disposer d'assez de temps pour bien faire le travail. Une fois le secteur sous surveillance, ils n'auraient plus qu'à attendre l'arrivée de McLean ou son prochain coup de téléphone à Nadine. Le détective Ledman prit position dans un champ devant la station d'essence. Il croyait que, malgré ses soupçons, McLean s'y rendrait. Nous n'étions pas convaincus qu'il voulait la revoir. Nous avions plutôt l'intuition qu'il tentait de la mettre à portée de tir pour la tuer. Et pourquoi voulait-il la battre? Parce qu'elle était la seule personne qui pouvait témoigner contre lui. L'équipe effectuait les derniers préparatifs pendant que Nadine attendait sagement au poste de police et parlait à McLean sur son téléphone portable. Billy Christian,
qui comptait alors 20 ans d'expérience au sein de la police, se gara à l'endroit le plus près de la station d'essence. La cour de l'école de l'autre côté de la rue était le meilleur point stratégique. Si McLean arrivait, l'agent Christian serait le premier à l'apercevoir. D'autres membres de l'équipe attendaient dans les rues avoisinantes. Ils espéraient ainsi voir la voiture de McLean s'approcher du lieu de rendez-vous. La tension augmentait de plus en plus. J'étais très stressé. Al Buckley et moi-même étions dans le même véhicule à seulement quelques centaines de mètres. Un bon nombre de policiers étaient sous nos ordres. C'était très tendu. Je me rappelle même lui avoir dit que j'espérais que nous l'arrêterions avant qu'il ne blesse quelqu'un. Finalement, on avisa l'équipe que le suspect avait appelé Nadine. Il s'était plaint de ne pas la voir à la station d'essence. Il était donc dans le secteur, même si les agents ignoraient exactement où. Ils étaient persuadés qu'il était tout près. Lors de cet appel, il chuchotait. Cela m'a poussé à croire que quelqu'un se trouvait près de lui. Je me suis demandé s'il n'était pas là, sous mon nez, à mon insu. Dissimulé derrière une petite colline, le détective Ledman jeta un autre coup d'œil à la station-service, mais McLean n'était nulle part en vue. En regardant vers sa droite, il pouvait voir la voiture de l'agent Christian. De sa position, Christian avait aussi une vue générale du secteur, mais il ne voyait aucune trace du fugitif. C'est alors qu'un policier, qui effectuait une patrouille de routine, se gara derrière la voiture de Christian. L'agent qui ne savait rien de l'arrestation trouvait bizarre qu'une voiture fantôme soit garée à cet endroit. Billy Christian voyait bien le danger que courait ce policier. Il est alors sorti de sa voiture, il a marché vers lui pour lui montrer ses pièces d'identité. C'est sans doute à ce moment-là que Ralph McLean a su que Billy était un représentant des forces de l'ordre. L'agent de patrouille éteignit alors son gyrophare et quitta les lieux. Christian retourna à sa surveillance. Pendant que les enquêteurs attendaient McLean, ce dernier les épiait. Il avait l'avantage stratégique sur eux, car c'était lui qui détenait l'élément de surprise. Il était vêtu de noir et se cachait dans les ombres tout en surveillant la voiture de Christian. Il s'avança lentement vers le policier. Les agents étaient certains qu'il se tairait quelque part. L'angoisse avait encore monté d'un cran depuis que McLean avait cessé de faire des appels à Nadine. Le tueur de flics continuait d'avancer. L'agent Christian avait les yeux rivés sur la station d'essence. Il ne vit pas l'ombre furtive qui s'approchait de sa voiture. Les agents du FBI et des détectives de Washington avaient cerné une station d'essence à Greenbelt au Maryland. Ils attendaient l'arrivée de Ralph McLean, recherché pour le meurtre d'un policier. Le suspect était dans les parages, mais personne ne savait exactement où il se terrait. McLean s'approchait peu à peu de la voiture de l'agent Billy Christian, tout en restant dans l'ombre. En entendant un bruit, le policier se retourna pour regarder derrière lui, mais il ne vit rien.
Il entendit encore quelque chose et regarda à la ronde sans rien voir d'anormal. McLean était hors du champ de vision de l'agent. Le tueur s'avançait toujours dans sa direction. Soudain, il se leva, brandit son arme d'assaut Mac 11 et le visa. Il y eut de nombreux coups de feu dans l'air. L'agent Bill Christian s'affaissa sur son siège. Le détective Lenman aperçut alors McLean prendre la fuite dans les bois et il appela les autres policiers pour obtenir des renforts. Il parvint ensuite à sortir le policier ensanglanté de sa voiture. Il le coucha au sol et appela de nouveau pour obtenir de l'aide. Jay Abbott et Al Buckley furent les premiers à répondre à son appel. On a entendu un appel à la radio. Il y avait eu des coups de feu et le suspect s'était enfui. Quand nous avons garé notre voiture près de celle de Billy Christian, nous avons constaté qu'on avait tiré sur lui. La vitre de sa portière était fracassée. Le détective Lenman tentait d'aider le policier blessé en attendant l'équipe de secours. Le coup provenait de son angle mort, à environ 45 degrés. Il avait été touché à maintes reprises et était mort. Le tueur de flics avait enlevé une nouvelle vie. Cet individu venait d'abattre un bon ami et collègue. Il avait été comme un mentor pour nous tous. Il était là depuis longtemps. Il avait 20 ans de carrière à son actif. Être témoin d'un crime aussi gratuit, c'était révoltant. Des unités de divers services de police répondirent immédiatement à l'appel. Un policier de Prince George arriva sur les lieux avec un chien et commença à suivre la piste de McLean dans l'obscurité. Je me rappelle avoir aperçu l'animal courir en direction de la voiture de Billy. Il l'a regardé, a reniflé la portière, puis il a fait demi-tour et tenté d'aller en direction de l'école. Les policiers s'élancèrent dans l'obscurité avec le chien, munis de leur revolver semi-automatique. Ils ignoraient si on leur avait tendu un piège. Nous avons commencé nos recherches dans un secteur boisé. J'allumais et j'éteignais ma lampe de poche sans arrêt parce que je craignais que McLean ne profite du faisceau lumineux pour nous viser. L'obscurité avantageait nettement le suspect. Nous sommes entrés dans les bois pour découvrir de quel côté il était parti. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était sans doute une erreur de jugement de notre part. Mais en plein cœur de l'opération, nous étions perturbés. L'équipe pressa le pas. McLean avait malheureusement eu assez de temps pour tendre un piège aux policiers. Quand il s'est enfui de la scène, peu après avoir abattu Billy Christian, il a trouvé le moyen d'appeler le service d'urgence pour signaler avoir aperçu un homme armé s'enfuir du secteur en voiture. C'était une tentative évidente de déjouer ceux qui étaient à sa poursuite et d'essayer de nous semer. En retraçant l'appel, on put toutefois déterminer que McLean était toujours dans le secteur. Le tueur de flics semblait une fois de plus échapper aux autorités. Il traversa à la course le stationnement du centre commercial avoisinant. Le meurtre gratuit de Billy Christian avait rendu les policiers fous de colère. Ils s'armèrent de courage pour poursuivre les recherches. Les agents fédéraux et les policiers jurèrent de l'arrêter avant qu'il ne tue à nouveau. La colère est sans doute le mot qui traduit le mieux l'émotion que je ressentais au cours de cette soirée. J'étais tellement furieux que nous ne rentrions pas tous ce soir à la maison parce que Billy avait été tué.
Pendant que les agents Buckley et Abbott étaient à la recherche du fugitif dans les bois, un des policiers postés dans le stationnement du centre commercial appela le détective Ledman. McLean est arrivé à la course et s'est caché derrière un magasin. Il y avait là une grande rampe où se trouvaient 3 remorques. Il s'est dissimulé derrière ces remorques. McLean ouvrit le feu sur ses poursuivants. Ces derniers évitèrent la volée de projectiles en se couchant au sol. Ils firent feu à leur tour. Les agents Abbott et Buckley qui sortaient du bois assistèrent à toute la scène. Ils saisirent leurs armes et se joignirent à la fusillade. McLean avait l'avantage et il était bien armé. Les policiers étaient coincés. Comment pouvait-on l'atteindre sans risquer de nouvelles pertes de vie? Jerry Bammel de l'unité SWAT du FBI fut dépêché sur les lieux. Il visa le fugitif mais constata qu'il était mal placé pour tirer. Il profita d'un moment de distraction du tueur pour se diriger vers sa droite. Pendant l'échange de coups de feu, il se dissimula. Puis il surgit de derrière une benne à ordures et commença à faire feu sur McLean du côté opposé des policiers. De sa position, il remarqua toutefois que McLean avait une issue pour s'échapper. Le quai de chargement se terminait par un garde-fou, puis par un mur d'environ 3 mètres de hauteur. J'ai réalisé que McLean pouvait aisément franchir ce mur puis prendre la fuite par l'étage inférieur du stationnement où aucun agent n'était posté. Bammel coupa cette issue à McLean en ouvrant le feu dans cette direction. Maintenant, McLean recevait des volées de projectiles de 2 directions opposées. Il fit volte-face et tira en direction de Bammel. L'agent riposta. Il toucha McLean. Les hommes continuèrent à faire feu. McLean tira encore quelques projectiles, puis ce fut le silence. J'ai attendu pendant un moment et quelqu'un a crié quelque chose comme « Il est tombé ». Bammel hésitait à avancer. Il voulait d'abord s'assurer que ce n'était pas un piège. Pendant que les policiers attendaient dans le stationnement, l'arme à la main, prêt à faire feu, Bammel se rendit près de la remorque et du corps immobile de McLean. Un autre agent avançait du côté opposé. C'est alors qu'un policier, dans l'ombre, leur cria qu'il avait vu le corps bouger et qu'il comptait tirer 2 autres projectiles en direction de McLean. Quand j'ai entendu ça, j'ai crié « Ne tirez pas !» J'étais inquiet parce que nous nous retrouvions au centre d'un feu croisé. Heureusement, c'était la fin. McLean avait mis fin à ses jours avec un revolver de 9 mm, l'arme qu'il avait enlevée à l'agent Nowabilski 1 mois plus tôt. Le tueur de flics était enfin mort, mais le prix à payer était fort élevé. Cet individu n'avait qu'un seul but en tête, tuer des agents de police. Nous ne saurons jamais pourquoi. Mais il semble que ce soit ce qu'il avait décidé de faire à un certain moment de sa vie. L'agent Billy Christian devait prendre sa retraite quand McLean l'a abattu. Il a travaillé à de nombreuses reprises avec l'agent Bammel au cours de sa longue carrière. Billy était agent du FBI depuis 20 ans. C'était un tireur d'élite, un instructeur en armes à feu et l'un des premiers membres de l'escouade de sauvetage d'otages du FBI.
il était aussi membre à temps plein de l'unité tactique et des armes spéciales, en plus de l'unité SWAT de Washington. On ajouta les noms des agents William Christian et Nova Bilski sur la plaque commémorative en l'honneur des policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions. De mon bureau du FBI, je peux voir le monument. Il ne se passe pas une journée sans que je ne pense à mes amis. Le sacrifice de ces hommes est toujours vivace. Chaque année, on leur rend hommage. Quand on perd des collègues de travail, c'est comme si l'on perdait une partie de soi. On ne pourra jamais les oublier. Un tueur en série fait des victimes dans l'ouest de l'État de New York aux États-Unis. Il les choisit en fonction de la couleur de leur peau. La population est terrorisée. On ignore quand il frappera de nouveau. Les seules traces qu'il laisse derrière lui sont des douilles de projectiles. On fait appel à un psychologue du service des sciences comportementales du FBI pour orienter les recherches. Il faut arrêter ce tueur à la haine dévastatrice au plus vite avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Le 22 septembre 1980, à Buffalo, dans l'État de New York, Glenn Dunn se rendit en auto avec Larry Robinson au supermarché. Arrivé sur les lieux, Robinson descendit de voiture pour aller encaisser un chèque. Pour tuer le temps, Dunn sortit de l'auto et s'alluma une cigarette. Vers 21h45, Madonna Gorney, une infirmière, venait de terminer son quart de travail. En route vers la maison, elle décida de s'arrêter au supermarché pour faire quelques courses. Dans l'obscurité, elle aperçut Dunn. Elle ne se sentait pas en sécurité et pressa le pas. Il y avait eu de nombreux vols depuis peu dans le secteur et elle ne souhaitait pas qu'il lui arrive quelque chose. Elle marcha droit vers l'entrée éclairée du supermarché. Elle croisa alors un homme qui semblait attendre quelqu'un. Une fois à l'intérieur, elle se sentit en sécurité. Larry Robinson n'eut pas à attendre très longtemps pour encaisser son chèque. En sortant, il aperçut la voiture de Dunn au bout de l'immeuble. Il marchait dans cette direction. En tentant d'ouvrir la portière, il constata qu'elle était verrouillée. À l'intérieur, Dunn ne semblait pas le voir. Robinson fit le tour du véhicule jusque du côté du conducteur. Il se rendit compte que Dunn ne bougeait plus. Du sang coulait de sa tête. Il retourna en vitesse au supermarché pour y demander des secours. Madonna Gorney, qui en sortait, proposa alors son aide. Un gardien de sécurité l'assura que la situation était sous contrôle. L'état de Dunn était critique. Il avait reçu 3 balles dans la tête. Les ambulanciers firent tout ce qu'ils pouvaient pour lui sauver la vie, mais son cœur s'était arrêté de battre. Toutes les tentatives pour le ramener à la vie échouèrent. On constata son décès à son arrivée à l'hôpital. Les policiers, qui annoncèrent la nouvelle à ses parents, apprirent alors que la victime n'avait que 14 ans. Une équipe d'experts se mit à la recherche d'indices sur l'identité du meurtrier. Les empreintes prélevées sur la voiture provenaient toutes de Dunn et de Robinson.
Le sang provenait bien de Dunn. La seule piste laissée par le tueur était constituée de quelques douilles de projectiles. L'arme utilisée était de calibre 22. On vérifia les plaques d'immatriculation de la voiture pour apprendre qu'elle avait été volée la veille chez un marchand d'auto. Les policiers interrogèrent Robinson. Il leur dit qu'il connaissait peu Dunn et qu'il ignorait que la voiture avait été volée. Il déclara qu'il s'en allait au supermarché à pied plus tôt ce soir-là, quand Dunn était arrivé à sa hauteur et lui avait offert de l'y conduire. Des amis et des membres de la famille de la victime confirmèrent par la suite que Robinson connaissait à peine Dunn. Pour trouver une piste, les policiers interrogèrent les résidents du quartier. Un agent trouva alors une personne qui voulait bien coopérer. Il appela un détective pour qu'il la soumette à un interrogatoire. Barbara Wozniak vivait juste à côté du supermarché. Elle déclara qu'elle avait entendu les coups de feu et vu l'assaillant. Vers 21h45 ce soir-là, elle était occupée à faire à manger lorsqu'elle avait entendu 3 coups de feu. Elle se précipita à la fenêtre pour voir de quoi il s'agissait. Elle aperçut alors un homme de race blanche s'éloigner en courant d'une voiture garée dans le stationnement. Comme il portait une veste à capuchon, elle n'avait pas bien pu voir son visage. Pendant que le détective interrogeait Madame Wozniak, on lui fit savoir qu'un autre témoin du supermarché avait appelé pour offrir de l'aide. Il s'agissait de l'infirmière Madonna Gorney. Elle leur fit part de ce qu'elle avait vu. En arrivant, j'ai remarqué qu'il y avait un homme sous un lampadaire au bout du stationnement. En sortant de mon auto, j'ai consciemment fait un détour pour l'éviter. J'étais seul et il faisait sombre. En le voyant debout à cet endroit, j'ai eu l'intuition qu'il tramait quelque chose et je ne voulais pas être impliqué. Gorney était inquiète et elle avait regardé à la ronde pour voir si quelqu'un d'autre pouvait éventuellement l'aider si nécessaire. J'ai alors aperçu quelqu'un d'autre. En me rapprochant de l'entrée, j'ai pu mieux le voir. Mais je me suis alors dit que si quelque chose devait m'arriver, cet individu ne me serait d'aucune aide, car il avait l'air sous l'effet de la drogue. Il ne me disait rien qui vaille. Elle le décrivit aux policiers. Il était mince et grand, de race blanche. Il avait des cheveux foncés. Il tenait un sac de papier contre sa cuisse. Il portait des lunettes fumées à la monture métallique et il portait une veste à capuchon qui dissimulait ses traits. Cette description était intéressante car elle corroborait celle de l'autre témoin qui avait vu l'assaillant quitter la scène. Les policiers espéraient que Gorney pourrait fournir assez de détails pour que l'on puisse dresser un portrait robot. Après cet interrogatoire, les détectives du service de police de Buffalo apprirent qu'un meurtre identique avait été commis dans la banlieue voisine de Cheektowaga. La victime, Harold Green, 32 ans, fut conduite d'urgence au service de chirurgie de l'hôpital. Il avait été touché d'un projectile de calibre 22 à la tempe gauche et sa vie était en danger. Les détectives rencontrèrent sa femme dans la salle d'attente de l'urgence et lui demandèrent ce qu'elle avait vu de la fusillade. Son mari s'était arrêté dans un restaurant. Il mangeait dans sa voiture lorsqu'un assaillant de race blanche, portant une veste à capuchon, s'était approché et avait fait feu sur lui. Une employée du restaurant entendit le coup de feu. Elle aperçut le tueur quitter les lieux en courant, un sac de papier à la main. Elle alerta son supérieur. Comme l'attaque ressemblait en tout point à celle de la veille, il y avait sans doute un lien entre les deux affaires.
Madame Green déclara que ni elle ni son mari ne connaissaient Glenn Dunn ou un membre de sa famille. Son mari gagnait sa vie comme ingénieur et il était un membre important de la population. Il n'évoluait pas du tout dans les mêmes cercles que l'adolescent. En fait, il n'y avait aucun point commun entre les deux victimes. Green mourut sans avoir repris conscience. Il n'y avait qu'un seul lien entre les deux fusillades. Le lieutenant Thomas Round du service de police de Cheektowaga dirigeait les analyses criminalistiques de ces deux enquêtes. Le premier indice solide qui reliait le cas du restaurant de Cheektowaga à celui de Buffalo, c'était les douilles de projectiles de calibre 22. À cette étape de l'enquête, il s'agissait pour nous d'une arme à feu dont nous ignorions le calibre. Nous ne savions pas encore quel type précis d'arme à feu avait laissé cette douille. Le même soir, les détectives affectés aux homicides furent dépêchés sur la scène d'une autre fusillade. C'était la troisième attaque d'un homme noir en moins de 36 heures. Emmanuel Thomas, 31 ans, avait été tué au moment où il traversait la rue dans un quartier résidentiel. Grâce aux témoins, les enquêteurs purent reconstituer la suite des événements. Une heure plus tôt, Frenchy Cook avait quitté la maison de son ami Emmanuel Thomas. Ce dernier, qui était peintre en bâtiment, dit à sa femme qu'il partait faire une course et qu'il reviendrait tout de suite après. Son voisin, Thomas Jackson, aperçut les deux hommes se diriger à pied vers l'intersection des rues East Ferry et Zenner. Thomas et Cook traversaient la rue quand le meurtrier sortit de la pénombre. Il sortit une arme à feu d'un sac de papier et tira sur Thomas à quelques reprises à la tempe gauche. Thomas s'affaissa. Frenchy Cook était en état de choc. Il n'avait pas vu l'assaillant arriver. Il ignorait qui pouvait en vouloir à la vie d'Emmanuel Thomas. Un adolescent qui avait assisté à la scène de l'autre côté de la rue décrivit le suspect. C'était un homme blanc d'environ 1,75 m et portant une veste à capuchon. L'équipe d'experts légistes recueillit des douilles de calibre 22 semblables à celles trouvées sur les deux autres scènes de crime. On les envoya au laboratoire pour les comparer aux autres. Le détective John Regan du service des homicides de Buffalo n'avait pas d'autre piste. Dans ce cas en particulier, nous avions seulement deux dénominateurs communs. Les victimes étaient des hommes de race noire et on les avait tués avec une arme de calibre 22. Autrement, les victimes n'avaient aucun lien social ou personnel entre elles, ni aucun lien apparent avec le meurtrier. La presse surnomma le mystérieux assaillant le tueur à la 22. Il était déjà à la recherche de sa prochaine victime. Le tueur au calibre 22 s'attaquait à des hommes de race noire à Buffalo dans l'État de New York. Il avait fait 3 victimes en moins de 36 heures et n'avait laissé que peu d'indices derrière lui. Emmanuel Thomas était sa dernière victime. Il avait été abattu pendant qu'il traversait la rue devant sa maison. On pratiqua une autopsie. Les médecins légistes remarquèrent des brûlures causées par de la poudre près des blessures de projectiles. Cela signifiait que le canon de l'arme était à une courte distance de sa tempe. À en juger par les traces de brûlure et leur gravité, le tueur devait se servir d'un fusil au canon tronqué. Les médecins retirèrent de la tête 2 projectiles de calibre 22 déformés par le coup de feu. Ils les envoyèrent au laboratoire balistique pour analyse. Pendant que les détectives tentaient de trouver des réponses à leurs questions, la crainte des citoyens se transforma bientôt en colère. Ed Cosgrove, le procureur d'Erie County, fut mandaté pour diriger la chasse à l'homme. La population noire exigeait que la police passe rapidement à l'action. À cause de la nature de ces attaques et de l'évidente instabilité mentale du meurtrier, l'enquête promettait d'être difficile. Le lendemain, soit le 24 septembre,
Joseph McCoy marchait sur une rue résidentielle de Niagara Falls, à 30 km au nord de Buffalo. Devant une église, un assaillant tua l'homme de 43 ans. Un témoin décrivit par la suite le meurtre. C'était un homme blanc élancé portant des pantalons kaki. Une fois encore, les policiers ne trouvèrent sur la scène que des douilles de calibre 22. Ces douilles ainsi que les projectiles recueillis sur la dépouille furent envoyés au service de police centrale d'Erie et County pour être comparés aux autres. Le lieutenant Thomas Round menait cette analyse. Cette affaire présentait tout un défi aux experts en balistique ainsi qu'aux autres spécialistes parce que les projectiles s'étaient décomposés en fragments en pénétrant dans le corps de la victime. Pour les experts, l'identification de l'arme n'en était que plus difficile, sinon impossible. Il y avait cependant des informations à recueillir des douilles de projectiles. Chaque arme laisse des marques spécifiques sur une balle quand on fait feu. Le percuteur, l'éjecteur et l'extracteur d'une arme laissent des sillons sur le projectile. Pour les experts, c'est en quelque sorte l'empreinte digitale de l'arme. Après analyse, ils conclurent que les projectiles des 4 crimes avaient tous été tirés avec la même arme à feu. Les marques laissées par le percuteur, l'éjecteur et l'extracteur nous ont vite poussé à conclure que l'arme utilisée était un Ruger de modèle 10-22. Cette 4e fusillade secoua de nouveau la population noire, d'autant plus que les enquêteurs ne disposaient pas encore d'un suspect. Devant leur incapacité à trouver des réponses, les autorités locales firent appel au FBI. L'agent spécial Chip Amarozovitz comprit toute l'urgence de cette affaire. Il était important que le FBI se préoccupe de ce cas parce que des Noirs avaient été tués dans le secteur et que les gens craignaient d'aller dans les rues de jour comme de nuit. Un dessinateur du FBI interrogea de nombreux témoins et dressa un portrait robot. Ce portrait fut distribué aux unités de patrouille et diffusé dans les journaux, de même qu'à la télévision. Des policiers le montrèrent également aux citoyens lors de porte-à-porte. Le poste de police reçut des milliers d'appels téléphoniques. Le détective Reagan réalisa alors que ce portrait n'avait qu'agrandi davantage le champ de recherche. Ce portrait pouvait ressembler à n'importe qui. Suite à sa diffusion, nous avons reçu environ 6000 appels auxquels nous devions donner suite. Notre crainte était de mettre la main sur le meurtrier et de le laisser filer par inattention à cause du trop grand nombre de vérifications. C'était vraiment notre plus grande peur. Pendant que les détectives du service de police local suivaient des pistes dans le secteur de Buffalo, les agents du FBI enquêtèrent sur d'autres pistes à l'extérieur d'Erie County. Certaines informations les menèrent en Pennsylvanie, en Ohio, partout en Nouvelle-Angleterre, ainsi qu'au Canada. Avec autant de pistes, nous devions travailler 24 heures par jour. Nous étions à la recherche d'un homme blanc, agissant en solitaire, qui pouvait tout aussi bien être un voisin ou un autre client de la cafétéria sans qu'on ait le moindre soupçon à son égard. Le 8 octobre 1980, des ouvriers de la construction en banlieue de Buffalo trouvèrent un taxi abandonné sur la voie de service de l'autoroute de l'État de New York. Comme personne ne venait le récupérer, ils appelèrent la police de l'État. L'agent qui répondit à leur appel inspecta le taxi. Il trouva un porte-monnaie sous le siège avant qui contenait un permis de conduire, mais aucun argent liquide. Il appartenait à un certain Parler W. Edwards, un chauffeur de taxi noir âgé de 71 ans. La clé n'était plus dans le contact et Edwards avait disparu. Le policier décida de fouiller le coffre quand il s'aperçut qu'il était verrouillé.
À l'aide d'un pied de biche, il l'ouvrit. Il contenait le cadavre d'Edwards. Parler Edwards a littéralement été frappé à mort dans un stationnement de la ville de Cheektowaga. Nous avons retrouvé des fragments de son crâne, de sa mâchoire, des dents, ainsi que beaucoup de sang. Avant de mettre le corps de la victime dans le coffre, le meurtrier avait ouvert sa poitrine pour en extirper le cœur. On ignorait encore s'il y avait un lien entre cet homicide et les autres, puisque le tueur n'avait pas utilisé d'arme à feu. Le fait que la victime soit noire a semé un certain doute dans l'esprit des détectives. Nous nous demandions si le meurtrier avait décidé de changer sa façon de faire et de mutiler ses victimes. Les policiers n'en savaient absolument rien. Il était possible qu'il s'agisse d'un cas isolé, ou encore que l'auteur de ce meurtre se soit inspiré de l'autre tueur. L'équipe dont la mission était de retrouver l'assaillant compta bientôt 150 personnes de divers services de police. La ligne téléphonique sonnait 24 heures par jour. Malheureusement, aucun appel ne conduisit les détectives à un suspect potentiel. La tension au sein de la population augmentait sans cesse et l'agent spécial Richard Ferry se sentait de plus en plus impuissant. Dans cette affaire, il y avait de nombreux meurtres. Rien n'indiquait qui en était l'auteur. Pour un enquêteur, il est toujours extrêmement difficile de se rendre à l'évidence et de reconnaître qu'on n'a rien pu trouver qui puisse nous aider à identifier l'auteur du crime. Dans la matinée du 9 octobre, un ouvrier roulait en direction des quais de la ville de Tonawanda, à seulement quelques kilomètres de Buffalo. Au bord de la route, il remarqua le corps d'un homme gisant face contre terre dans les herbes hautes. Il s'approcha et constata que l'homme ne respirait plus. Il s'empressa de téléphoner aux autorités. Des policiers furent dépêchés sur la scène quelques minutes plus tard. On identifia la victime. Il s'agissait d'Ernest Jones, 41 ans. Comme Edwards, Jones était chauffeur de taxi. On lui avait tranché la gorge et on lui avait arraché le cœur avant d'abandonner son corps dans cet endroit isolé. C'était le 6e homme de race noire à être assassiné dans la région de Buffalo en moins de 3 semaines. Les autorités étaient déconcertées. Avec aussi peu d'indices, il était impossible de savoir si un seul individu était responsable de tous ces meurtres. Un seul aspect reliait les 4 fusillades à la mort des 2 chauffeurs de taxi. D'un côté, nous avions 4 fusillades reliées entre elles. De l'autre, les meurtres des 2 chauffeurs de taxi qui étaient identiques, mais qui n'étaient pas nécessairement le fait du même meurtrier. Nous n'étions pas tous du même avis quant à savoir si tous ces meurtres avaient été commis par un seul individu. Pour les agents fédéraux et les enquêteurs, il était encore impossible de déterminer s'ils étaient à la recherche d'un ou de 2 tueurs en série. Le 9 octobre 1980, 6 hommes d'origine afro-américaine avaient été trouvés assassinés dans la région de Buffalo. On ignorait si tous ces crimes étaient le fait d'une seule et même personne. En seulement 3 semaines, ces meurtres en série avaient divisé la population en 2 camps, celui des Noirs et celui des Blancs. Le procureur Edward Cosgrove dirigeait cette enquête. Il est difficile de décrire le sentiment général au moment de ces meurtres. La population noire exigeait que la police arrête au plus vite ces meurtres sordides. Je donnais des conférences de presse auxquelles assistaient des journalistes de quotidiens nationaux. Ils exigeaient tous des réponses, mais je ne pouvais pas leur en donner. Ces meurtres firent la manchette dans tout le pays. On offrit une récompense de 100 000 $ à quiconque pourrait conduire les policiers à l'arrestation et à l'inculpation du tueur au calibre 22. Jimmy Carter, qui était alors président des États-Unis, prêta attention à cette affaire. Comme les droits civiques des victimes étaient peut-être en cause, il ordonna l'ouverture d'une enquête fédérale. Les autorités policières locales disposaient maintenant des ressources du FBI. Les agents fédéraux étudiaient les informations recueillies.
C'est alors qu'un autre événement tragique secoua la population du nord de l'État de New York. Dans la soirée du 10 octobre, Colin Cole dormait dans un lit à l'hôpital général de Buffalo. Cole était détenu à la prison locale et il se remettait d'une surdose de drogue. L'heure des visites allait se terminer quand un homme traversa le hall du 7e étage à la recherche de la chambre de Cole. Le détenu se mit à halter. L'homme était en train de l'étrangler. Une infirmière qui distribuait des médicaments surprit l'étrangleur. Il prit la fuite sans avoir eu le temps de tuer sa victime. L'infirmière alerta les gardiens de sécurité, mais c'était déjà trop tard. C'était la 7e attaque sur un homme de race noire en 3 semaines. On ignorait si le tueur au calibre 22 était responsable de cette dernière attaque. Les enquêteurs avaient besoin de quelqu'un qui était plus familier avec ce type de crime. Ils firent appel à John Douglas, du service des sciences comportementales du FBI, pour faire dresser le portrait du tueur en série. Grâce à ce portrait, Douglas pourrait fournir à l'équipe une idée des comportements du tueur au calibre 22. Douglas est actuellement analyste senior pour apbnews.com, un site internet qui diffuse des informations en matière de crime. Il a consacré 20 ans de sa vie à mettre au point l'étude des comportements criminels. Un profil est censé nous fournir une description plausible de l'agresseur. Il doit nous permettre d'éliminer les fausses pistes. Il peut aussi nous aider à repositionner l'enquête policière et indiquer aux enquêteurs s'ils sont sur la bonne voie. Douglas monta à bord du premier avion à partance pour Buffalo. Pendant le vol, il se familiarisa avec le dossier de l'enquête. Je dois marcher à la fois avec les chaussures du tueur et avec celles de la victime pour comprendre exactement ce qui s'est produit au cours de l'assaut. Je tente d'expliquer pourquoi un individu en particulier a été victime du criminel. Douglas confirma les soupçons des enquêteurs. Le seul lien entre les 6 victimes était leur race et leur sexe. Ces hommes de race noire avaient été choisis comme cible par au moins un assassin. Le seul survivant, Colin Cole, n'avait pas été choisi au hasard puisque le criminel s'était rendu à l'hôpital pour l'étrangler. Douglas croyait que l'assaillant de Cole était peut-être un imitateur, mais cela n'indiquait pas qu'il était l'auteur des autres meurtres. Il fallait pousser l'enquête plus loin. L'expert recréa avec soin chacun des meurtres à partir des indices recueillis. Il se mit ensuite à la recherche des caractéristiques comportementales attribuables à un seul individu. Quand on a affaire à un tueur en série, on étudie les schémas de ses comportements ainsi que la façon dont il signe ses crimes. La signature est en fait un comportement répétitif. Le tueur se sent obligé de le répéter. C'est en quelque sorte un rituel. Douglas constata que les comportements au cours des 4 fusillades étaient identiques. Le tueur au calibre 22 avait choisi ses victimes au hasard et les avait surprises en tirant sur elles rapidement et à bout portant, puis il s'était enfui sitôt son forfait accompli, avant même que la victime ne soit morte. C'était toujours des attaques éclairs. Pour les meurtres des chauffeurs de taxi, le schéma de comportement n'était pas le même. Dans ces 2 derniers cas, le meurtrier avait sauvagement poignardé ses victimes, puis il les avait mutilées avant d'abandonner leur corps à une certaine distance de l'endroit où il les avait tuées. Le tueur avait passé beaucoup de temps avec les victimes, même après leur mort. Pour Douglas, cela pouvait indiquer que 2 meurtriers étaient à l'œuvre. Il y a de nombreux types de tueurs en série. Certains ont un rapport personnel avec leur victime, alors que d'autres un rapport impersonnel. Le premier veut regarder la victime droit dans les yeux. Si c'est possible, il passera plusieurs heures avec elle. Il recherche un contrôle et une domination totale. C'est comme ça qu'il obtient l'excitation qu'il recherche. Les chauffeurs de taxi avaient été victimes d'un tueur qui recherchait un rapport personnel. Ces crimes démontraient une rage et un acharnement qui étaient absents dans les fusillades. Douglas était d'avis que le comportement psychopathologique du tueur se manifestait ici d'une façon différente.
Règle générale, les premiers symptômes d'un tueur en série apparaissent à l'âge de 25 ou 28 ans. Il a une personnalité plus asociale qu'antisociale et il est renfermé sur lui-même. Il développe une obsession pour les armes. Parfois, quand nous les arrêtons, ils sont en possession de quantités d'armes. Si un tel individu travaillait dans le milieu militaire, il éprouverait des difficultés, quel que soit son champ d'activité. Très souvent, d'ailleurs, on ne le garderait pas dans l'armée. Pour l'expert, il semblait bien que l'ouest de l'État de New York était aux prises avec non pas un, mais bien deux tueurs en série. Il fit part de ses conclusions aux enquêteurs. Comme le champ des sciences comportementales en était à ses débuts dans les années 80, de nombreux policiers avaient des doutes sur le bien fondé des assertions de Douglas. Certaines personnes perçoivent notre travail comme de la magie vaudou ou de la sorcellerie. Elles se demandent par exemple comment nous pouvons déterminer l'âge de l'assaillant. Or, c'est plutôt facile quand on a travaillé sur un certain nombre de cas. Grâce à son expérience dans des cas semblables, l'expert put ajouter que le tueur au calibre 22 était sans doute un amateur de chasse qui n'avait occupé que des emplois de subalterne. Il restait maintenant aux enquêteurs à trouver le moyen d'éliminer les suspects en se basant sur le profil. La ville de Buffalo n'était pas la seule de l'État à vivre dans la peur. À New York même, soit à 650 km au sud-est, un assaillant armé d'un couteau terrorisait le centre-ville. Evan Frazier, un résident de banlieue qui utilisait le métro, fut poignardé 3 jours avant Noël. Comme il avait résisté à l'assaillant en se défendant avec ses bras, il survécut à l'assaut. Il signala l'attaque au service de police de la ville. À 13h25, il avait remarqué qu'un autre usager discutait avec une jolie femme. Frazier avait l'intuition que l'homme cherchait à convaincre la femme de le suivre. Mais cette dernière était visiblement agacée par ses avances et elle descendit du wagon à la station suivante. Frazier était alors retourné à la lecture de son journal. Tout à coup, l'homme assis de l'autre côté du wagon rejoignit Frazier et se mit à lui taillader l'avant-bras et le poignet avant de prendre la fuite. Frazier fournit une description de son assaillant. C'était un homme blanc d'une trentaine d'années aux cheveux bruns et qui portait une veste bleue. 2 heures plus tard, soit à 15h30, Lewis Rodriguez, 19 ans, marchait dans le secteur ouest du centre-ville de Manhattan lorsqu'un homme de race blanche sauta sur lui en exigeant qu'il lui remette son portefeuille. Rodriguez repoussa ce dernier assaut, mais son assaillant riposta et le poignarda à 2 reprises en pleine poitrine. Avant de mourir, il donna la description de l'homme au policier. Il était de race blanche, avait les cheveux bruns et portait une veste bleue. 3 heures plus tard, c'est le corps d'Antoine Davis que l'on trouva cette fois poignardé à mort devant une banque du centre-ville. À 22h35, Richard Renner mourut à son tour devant un hôtel de la 49e rue. Il avait également été poignardé. À 23h, le tueur était de nouveau dans le métro, à la recherche de sa prochaine victime. Il aperçut alors Carl Ramsey. Dans la pénombre, aucun des passagers ne remarqua qu'on l'avait poignardé. Même s'il saignait abondamment, Ramsey réussit à sortir du métro. Mais à minuit, il rendit l'âme. En moins de 24 heures, 4 hommes de race noire avaient été tués. Les journalistes de New York surnommèrent le tueur le boucher du centre-ville. Ces attaques répétées sur des hommes noirs à Manhattan présentaient de nombreuses ressemblances avec les meurtres du tueur au calibre 22. Les enquêteurs de New York firent appel au service de John Douglas pour faire dresser le profil du meurtrier. J'ai d'abord fait une analyse des cas en eux-mêmes sans aucune référence à quelque autre affaire. Mais quand j'ai effectué le portrait du meurtrier, j'ai constaté que c'était semblable au cas de Buffalo. Le sujet s'approchait de ses victimes et les tuait lors d'attaques éclairs. Il y avait cependant une différence notable. Le boucher du centre-ville utilisait un couteau alors que le tueur au calibre 22 se servait d'un fusil.
Dans ces cas, il n'y avait pas de fusil de calibre 22, mais cela pouvait s'expliquer par le fait que nous étions dans un secteur densément peuplé et qu'une arme aussi bruyante aurait attiré l'attention sur le meurtrier. Pour Douglas, le comportement était le même. Que l'assaillant soit armé d'un fusil ou d'un couteau, il procédait de la même façon. À la fin de décembre, le procureur Cosgrove trouva un autre élément qui renforçait l'opinion du psychologue. Au cours de cette période, il n'y avait pas eu d'autres attaques ici dans la ville de Buffalo. Le tueur au calibre 22 ne s'était pas manifesté. Dans les premières semaines de 1981, le meurtrier semblait avoir disparu. En janvier 1981, le FBI et les enquêteurs de Buffalo étaient à la recherche du tueur au calibre 22. Ce dernier était recherché pour le meurtre d'au moins 8 hommes de race noire à New York et à Buffalo. Après quelques mois d'enquête, le détective John Regan et son équipe n'étaient pas encore parvenus à trouver un suspect solide. L'affaire ne progressait pas et nous étions tous déçus. On ne savait pas quelle direction prendre. Nous n'avions aucune idée de l'identité du suspect. Puis tout à coup, quelqu'un a fait un appel déterminant au service des homicides de la police de Buffalo. L'homme au bout du fil était un officier de la division des enquêtes criminelles de l'armée à Fort Benning, en Géorgie. Le soldat Joseph Christopher, 25 ans, était gardé en détention par l'armée pour assaut sur un collègue. Le 13 janvier 1981, il avait tenté de poignarder un soldat noir enrôlé depuis peu. Pendant sa détention, Christopher avait également tenté de se castrer à l'aide d'un rasoir. Le capitaine Dorothy Anderson, qui soignait le prisonnier, l'avait entendu murmurer qu'il avait tué des hommes de race noire à New York et à Buffalo. Il ne se rappelait plus du nombre de victimes, mais il lui avait confié qu'il n'avait pas pu s'empêcher de les attaquer. Troublé par son histoire, Anderson en informa la division des enquêtes criminelles. Elle rapporta à l'officier qui la rencontra ce que le prisonnier lui avait raconté lors de son hospitalisation. L'officier se rappela alors le communiqué qu'il avait reçu concernant les meurtres de l'État de New York. Il appela le service des homicides de la police de Buffalo, comme le communiqué l'indiquait. Pour le procureur Cosgrove, cela expliquait pourquoi les attaques avaient cessé dans l'État de New York. Après la macabre découverte du corps du chauffeur de taxi et les 4 meurtres de la ville de New York durant la période des fêtes, les attaques se sont interrompues. Apparemment, c'était au même moment que Joseph Christopher se trouvait en Géorgie dans l'armée. Le FBI et les policiers disposaient enfin d'un suspect, Joseph Gerard Christopher. L'agent Amarozovitz et son équipe comparèrent sa description au profil du tueur recherché. C'était assez précis. Il devait s'agir d'un homme de race blanche au début de la trentaine, plutôt solitaire. Il était possible qu'il soit dans l'armée et qu'il soit hospitalisé pour des motifs d'ordre psychiatrique. Avant d'entrer dans l'armée, il avait occupé des emplois de subalterne. Dès que nous avons obtenu le nom de Joseph Gerard Christopher, nous avons compris que ce profil lui collait parfaitement à la peau. Les enquêteurs retracèrent des connaissances et des amis du suspect. David Robinson le connaissait depuis plus de 10 ans. Il leur arrivait de pratiquer ensemble le tir à la cible et de chasser le chevreuil près du chalet de la famille de Christopher. Robinson raconta aux enquêteurs que son ami avait une collection d'armes à feu que lui avait léguée son père à sa mort. Une des armes de cette collection était une carabine Ruger de calibre 22. Il n'avait cependant jamais vu Christopher avec une arme de ce calibre au canon tronqué. Les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition de la dernière résidence connue de Christopher.
Ils se présentèrent au domicile de sa mère à Buffalo le 22 avril 1981. Dans la chambre à coucher du suspect, les agents du FBI trouvèrent des lunettes à monture métallique ainsi que des vêtements kakis qui correspondaient à la description des témoins. Le profil du FBI dressé par l'expert John Douglas indiquait que le tueur au calibre 22 était probablement fasciné par les armes et le monde militaire. Le sous-sol de Christopher était un véritable stand de tir. Les agents trouvèrent la collection d'armes ainsi qu'un canon d'armes à feu scié. Parmi tout cet attirail, ils trouvèrent également des boîtes de munitions de calibre 22, une cartouche utilisée également de calibre 22, ainsi qu'un chargeur rotatif. Pour l'expert en balistique Thomas Rohn, ces indices étaient significatifs. La découverte du chargeur du Ruger 10-22 était très importante. Elle appuyait l'hypothèse selon laquelle le tueur avait une arme assez courte pour tenir dans un sac de papier au cours des attaques. Le chargeur rotatif permettait à Christopher d'avoir à sa disposition toute une charge de munitions. De plus, il pouvait laisser l'arme au bout tronqué dans le sac sans la recharger. Munis d'un second mandat, les enquêteurs fouillèrent le chalet de la famille du suspect à Ellington. Ils effectuèrent des recherches à l'endroit où Robinson et Christopher tiraient sur des cibles. Ils y trouvèrent 2 douilles qui portaient la marque d'un percuteur en particulier. On avait recueilli ces mêmes marques sur les douilles recueillies sur les scènes de crime. Les experts en armes à feu du service de police d'Erie et County examinèrent les douilles recueillies chez Christopher ainsi qu'au chalet de sa famille. Ils les comparèrent ensuite à celles trouvées sur les 4 premières scènes de crime. Ils en conclurent que ces douilles avaient toutes été tirées avec la même arme à feu. Grâce à cette preuve, l'assistant du procureur John DeFranks put obtenir une mise en accusation d'un grand jury. Les douilles parlaient d'elles-mêmes. On n'avait qu'à les placer sous un microscope pour obtenir une preuve solide. Il était impossible de l'altérer ou de la modifier. Joseph Christopher fut envoyé à Buffalo pour subir son procès. Les agents dissimulèrent son visage sous une cagoule pour que les témoins ne puissent pas l'identifier par le biais des médias. Nous l'avons masqué pour éviter que des témoins ne le voient à la télévision et fondent ensuite leur identification sur cela plutôt que sur leurs seuls souvenirs. L'un des témoins clés était Madonna Gorney. Elle avait aperçu le tueur le premier soir où il avait fait feu dans le stationnement du supermarché. Le 5 mai 1981, on lui montra Joseph Christopher lors d'une séance d'identification. J'étais craintive. J'avais peur que l'une ou l'autre des personnes qui défilaient devant nous puisse nous voir pendant la séance. Gorney était protégée par les spots d'éclairage qui aveuglaient les sujets. Elle put identifier Christopher à 2 reprises. Les agents du FBI et les policiers étaient maintenant convaincus qu'ils avaient enfin mis la main au collet du tueur au calibre 22. Le procès fut retardé en raison de l'état mental de l'accusé. En décembre 1981, un juge déclara Joseph Christopher inapte à subir son procès en raison de sa santé mentale. Il fut envoyé au centre psychiatrique de Mid-Hudson pour y recevoir des soins. Le 17 février 1982, on le jugea enfin apte à subir son procès. Le procès s'ouvrit le 6 avril 1982. La population suivait avec intérêt le déroulement des événements. Les médias faisaient état de l'affaire tous les jours, parfois même minute par minute.
C'était ce que la population souhaitait. On voulait des réponses, des informations. Cela a joué en notre faveur aussi, puisque la population est rapidement devenue convaincue que c'était bien le coupable et qu'il n'y avait plus de raison d'avoir peur. Le jury de l'État trouva Joseph Christopher coupable des meurtres de Glenn Dunn, Harold Green et Emmanuel Thomas. Il fut condamné à une peine d'emprisonnement minimale de 60 ans. Il ne fut cependant pas poursuivi pour les meurtres de Manhattan. Une question restait toujours en suspens. Christopher était-il celui qui avait poignardé les 2 chauffeurs de taxi? Bien que le profil du FBI ait écarté cette possibilité, Christopher a par la suite donné des détails sur les blessures des chauffeurs de taxi que seul le tueur pouvait connaître. Nous voulions nous assurer ici à Buffalo et à Erie County que nous répondions aux souhaits de la population par notre professionnalisme et notre compétence. C'est ce que la population attend des policiers et des procureurs. Nous avons pu répondre à ces attentes parce que l'enquête a été couronnée de succès. Grâce à la science et au travail acharné des détectives, Joseph Christopher ne pourrait plus jamais tuer. Il a passé le reste de ses jours derrière les barreaux. Il est mort à 37 ans des suites d'un cancer du sein, ce qui est très rare chez l'homme.